perspectives et je vous souhaite la bienvenue à ce cycle de séminaires organisé autour du concept de densité urbaine. Ik wens u van harte welkom op deze reeks van seminars die georganiseerd worden in het kader van het themajaar over stedelijke district. Comme vous le savez peut-être, Perspective est l'opérateur de la Bruxelles Capitale chargé de définir une stratégie de développement territorial pour Bruxelles. Sur le plan statistique et d'experts territoriaux, pour réaliser des diagnostics précis, mettre en évidence les enjeux urbains et définir les cadres stratégiques et réglementaires du développement de la région. De opdracht situé risico op alle niveaus, van stratenblokken tot de grootstedelijke of zelfs Europese ruimte. En op alle niveaus zijn de voorwaarden dezelfde. Een diagnose verfijnen, de stedelijke problematieken belichten, een visie bepalen en daarna een strategie uitstippelen om die visie te vertalen in concrete stadsprojecten en het leven van de Brusselaars te veranderen. Door deze weg te volgen heeft Perspectief het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling opgesteld, in 2018 door de Brusselse regering werd goedgekeurd. Het GPDO, zoals we het noemen, is eigenlijk het Brusselse stadsproject. Een mijlpaal en een aaneensluiting van projecten en energieën om vorm te geven aan een duurzame en inclusieve stad. De quelle ville avons-nous besoin demain? C'était la question posée au moment de réfléchir sur le projet de ville bruxellois. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui, plus que jamais, au moment de mesurer l'impact de la pandémie sur le fonctionnement des centres urbains. Et ce, alors que les enjeux climatiques doivent faire l'objet de réponses structurées, globales, transversales, volontaristes. Dans ce contexte, le concept de densité fait débat. Quelle forme, quelle intensité, quels équilibres trouver pour garantir la qualité de vie en ville? C'est la recherche que nous voulons mener dans le cadre de la mission Projecting Brussels pour poursuivre la dynamique autour du projet de ville bruxellois. Et c'est dans ce cadre que nous aurons le plaisir de nous retrouver tous les mardis pendant 6 mois avec des experts venant des 4 coins du monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je m'appelle Julia Pancratio, je suis chargée de mission Projecting Brussels. Le projet de ville, le plan régional de développement durable, a été approuvé en 2018. Il constitue la vision de développement de la région sur le moyen et long terme et représente en conséquence le cadre du projet de ville bruxellois. Il tâche de mettre en cohérence un certain nombre d'actions, initiatives, objectifs et projets concrets pour former une trajectoire commune au bout de laquelle Bruxelles doit devenir une ville de proximité durable, moderne et inclusive. Le projet de ville constitue de 4 axes majeurs. Construire une armature territoriale, développer un cadre de vie agréable, durable, attractif, développer une économie urbaine, favoriser le déplacement multimodal durable. Perspective étant poursuivre la dynamique autour des projets de ville et garantir qu'ils puissent à tout moment faire fonction de cadre général pertinent capable de rendre cohérent entre eux le projet ou les stratégies sectorielles de nombreux acteurs de la vie. C'est le sens de la mission dans le cadre lequel Perspective souhaite mettre en place une planification stratégique dynamique, c'est-à-dire un processus d'actualisation continue du projet de ville en fonction de l'évolution de la situation socio-économique et des problématiques urbaines sur lesquelles le projet de ville et le proposer ses solutions. Cette mission se structure autour de 3 axes. Un suivi annuel et transversal d'évolution contextuelle de la région, le pilotage d'une concertation des acteurs régionaux chargés de la mise en œuvre des projets de ville, la réflexion pratique et prospective sur les thématiques des projets de ville. Cette année, la réflexion pratique et prospective se traduit par l'organisation d'une année thématique sur les questions de densité urbaine. L'objectif de cette réflexion est de définir plus concrètement les conditions qui permettront
de combiner densité urbaine et la qualité de vie dans le quartier. Dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui, ce webinaire, je passe les paroles au curateur de l'année thématique densité, Jérôme Baratier. Jérôme, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Baratier, le curateur de cette saison de Perspective Bruxelles consacrée à la densité. Alors pourquoi s'intéresser à la densité? Bien probablement parce qu'à Bruxelles comme ailleurs, la densité est aujourd'hui une des controverses urbaines les plus vives, tantôt convoquée, tantôt décriée. Elle fait l'objet de vives débats. Notre objectif au cours de ce travail ou de cette réflexion, c'est d'essayer d'élargir le spectre de la définition de la densité. Il ne s'agit plus simplement de la considérer comme une arithmétique, une unité de population par exemple sur une surface, mais d'essayer d'en définir un concept à 360 degrés qui permet de repartager cette définition de la densité. Alors, comment on vous propose de procéder au cours de cette saison? D'abord, en suivant cette série de 6 webinaires, vous assistez aujourd'hui au 4e, qui permettent d'entendre des experts qui nous apportent leur définition de la densité. Ensuite, deuxième temps de la démarche, en participant à une masterclass, permettra d'éprouver très concrètement cette densité élargie à 5 territoires de la région de Bruxelles-Capitale. Enfin, rendez-vous à la rentrée 2021 pour un temps de capitalisation qui permettra à la fois de s'appuyer sur ce que nous avons appris des webinaires, ce que nous avons appris des études de cas de terrain, mais également ce que nous avons appris d'un benchmark international qui a été fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la densité de la nature pour nous interroger s'il y avait une nouvelle donne en la matière. Mais avant de vous présenter nos invités, je vous invite à prendre votre smartphone ou à suivre le lien pour procéder à un petit sondage. Oui, donc bonsoir. Voici donc le petit test, le petit questionnaire Mentimeter. Welcome. I want to have an andere kleine test with Mentimeter. Je vous invite à scanner le QR code et à répondre aux quelques questions que nous avons préparées avant cette réunion. Voilà, à vos téléphones. Donc voilà, qui représentez-vous? Who do you represent? Administration régionale, privée, publique? Voilà, nous avons donc déjà 28 réponses. C'est comme les derniers webinaires, nous avons quand même 50-50 privé-public. Ça, c'est intéressant. On va essayer d'arriver quand même à la moitié des participants, vu qu'on est là, on est déjà 102 personnes. There's already about 100 persons taking part in this webinar. Ok, merci pour vos réponses. On va encore essayer d'arriver jusqu'à 80 au moins. Donc, ça reste tout de même très intéressant comme panel dans le public. Merci beaucoup de participer en tout cas. Thank you so much for being here this evening. Dank u wel voor deze vierde webinar van Perspectief. On va changer de slide une fois qu'on arrive à... Voilà. Donc voilà, une question très simple. D'où venez-vous? De quelle ville? Question d'avoir une petite idée du public ce soir parmi nous. Waar zijn je? Welke stad kom je van? Vous venez de quelle ville? On a quelqu'un de Tokyo ce soir. Voilà, ça c'est intéressant. Once again, thank you for participating in this fourth webinar. Out of 60 persons, Brussels is still the main public. Ok, je crois qu'on peut passer. On va encore attendre un petit peu, voir si on arrive à
aux 3/4 des participants. Nous avons déjà 106 participants. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, les questions qui deviennent un peu plus techniques. Est-ce que la densité et la nature sont compatibles selon vous? Zijn dichtheid en natuur compatible? What do you think about this question? Is density and nature compatible? Never, occasionally, frequently, usually, always. Never, disons que c'est 0 et always, c'est 5 au moins. Occasionnellement. Voilà, donc pour le moment, nous avons quand même, oui, c'est pas très élevé, occasionnellement la nature, donc c'est vraiment une idée qui est souvent pensée. On va attendre un peu, déjà sur 70 personnes. Voilà, je crois qu'on peut passer donc 23 personnes quand même. Donc, l'approche environnementale a-t-elle été plus prise en compte ces dernières 20 années? Strongly agree, agree, neutral, disagree. Has the environmental approach been taken more into account over the past years, 20 years? Is er de afgelopen 20 jaar meer rekening gehouden met de milieubenadering? Oui, on peut dire que la plupart d'entre vous êtes d'accord que ces dernières 20 années, bien sûr, la nature en ville, la nature et la densité sont prises en compte de manière plus large, en effet. Je crois que ça souligne bien ce qui est en train de se passer dans nos villes autour du monde. Merci d'être là, en tout cas, et de répondre à nos questions. Je sais qu'il fait beau et qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Donc, thank you for being here tonight, this evening. Thank you, Belle. Je crois qu'on peut passer à la prochaine. Donc voilà, une question peut-être un peu plus complexe. Donc par ordre de priorité, à quelle échelle de la ville, small, medium, large, se trouvent les urgences pour les réflexions sur la nature? Une volque à la métropole, au quartier ou bien aux îlots? So in order of priority, at what scale is it more important to bring nature back into the city? Oui, c'est sûr que c'est surtout des histoires de quartier. Puis après, je crois que ça sera intéressant de discuter de ça avec nos invités ce soir, que nous avons la chance d'accueillir. Marion Valeur, conseillère de la mairie de Paris, et Philippe Clergeau, écologue. Voilà, très bien. En tout cas, merci d'avoir participé. Thank you for participating at this Menti presentation. Et je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Baratier qui va nous présenter nos invités de qualité ce soir. Bonsoir, Monsieur Lacomte. Pourriez-vous éteindre votre caméra, s'il vous plaît? Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Vous êtes vraiment un chauffeur de salle extraordinaire, en tout cas un maître de cérémonie, même plus qu'un chauffeur de salle. Alors, on s'appuiera sur les résultats de ce sondage parce que je pense qu'il y a matière probablement à débat autour de ce état de l'opinion, en fait, qui n'est pas une opinion véritablement représentative, mais des personnes qui se sont donné la peine de se connecter à 17 h alors qu'il fait beau pour essayer de parler de la densité, du rapport de la densité et de la nature. Finalement, dans notre quête sur la densité de qualité, on a souvent l'idée d'une densité urbaine qui est prédatrice de la nature. On voit que finalement, il n'y a que 3 participants qui nous ont parlé
d'un lien incompatible entre densité et nature. Et c'est, je crois, justement le chemin qu'on va essayer de frayer ensemble, qui est de savoir si la densification peut être mise au service de la nature, voire est-ce qu'on peut parler de densification naturelle. Alors, on va dérouler ce moment ensemble autour de deux invités de marque que je vous présente, qui vont s'exprimer tour à tour dans un propos liminaire, et ensuite on engagera la conversation. Nous accueillons donc Philippe Clergeot, qui est professeur d'écologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris et consultant en écologie urbaine. Merci, monsieur Clergeot, d'être avec nous. On pourrait dire que vous êtes un chercheur qui conseille, finalement, donc qui se fait ce pas vers l'action. Et puis, notre autre invité, Marion Valeur, qui est urbaniste et philosophe de l'environnement, conseillère de la maire de Paris sur l'architecture et la transformation du paysage urbain. L'intitulé peut être intéressant. Et Marion Valeur, finalement, c'est une conseillère qui cherche. C'est-à-dire qu'on a un chercheur qui conseille et une conseillère qui cherche. Et justement, je trouve que le casting qui a été proposé et nous sommes parvenus à réunir est tout à fait riche d'enseignements. Je fais un petit message à Madame N, à Geneviève, excusez-moi de vous appeler par votre prénom, et à Monsieur Lacomte, juste pour fermer vos caméras, si c'est possible, pour qu'on puisse voir apparaître nos invités et dire à Madame Valeur qu'elle a coupé sa caméra et donc on ne la voit pas. La manière dont je vous propose de procéder, elle est la suivante. On va entendre Monsieur Clergeot qui va développer son point de vue sur ce qui lui semble important dans ce lien entre densité et nature, et puis Marion Valeur à la suite. On aura un temps d'échange autour de questions clés, autour de points qui nous paraît important de relever. Et puis, dernière séquence, nous prendrons des questions auprès de l'audience qui est nombreuse, et j'en profite pour vous remercier à nouveau. Le moyen de poser une question, il est simple. Vous avez un petit module de conversation. On vous invite à poser votre question via ce module, donc par écrit, et ces questions seront reportées dans le débat au cours de cette troisième séquence. Voilà pour cette brève introduction, ou trop longue introduction. Monsieur Clergeot, densité et nature, est-ce qu'on peut vraiment parler de nouvelle donne? Et je me permets d'afficher quelques slides qui structurent qui appuieront, j'espère, votre propos. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Alors, densité, nature, c'est deux termes qui sont excessivement larges et polysémiques. On peut y mettre effectivement beaucoup de choses derrière. Alors, densité, densité de quoi? Densité de nature ou densité d'habitants? Ouais, voilà, on peut tirer des fils et aller jusqu'à, c'est ce qu'on discutera tout à l'heure, les problèmes de surdensité, les problèmes de zéro artificialisation. Donc du coup, il y a des grands objectifs qui sont derrière et qui ouvrent énormément de portes. Alors moi, je vais prendre plutôt une entrée un peu professeur, écologie, et une entrée plutôt biodiversité. Donc plutôt insister sur les services et sur les définitions pour qu'on parle bien des mêmes choses. La première donnée, c'est qu'effectivement, la nature en ville, déjà, elle nous rend énormément de services. Hein, alors des services, je ne vais pas reprendre, je n'ai pas le temps du tout en liminaire comme ça d'aborder tout le sujet, mais les services ont été bien définis par le Millennium Ecosystem Assessment dans les périodes 2004. Hein. C'est comme un gros GIEC où il y avait énormément de chercheurs de plein de pays et tout le monde a travaillé sur à quoi ça sert la nature. Et notamment en ville, on a montré aussi qu'on avait des services de production, alors bon, nourriture, gestion de l'eau et tout ça, des services de régulation qui sont très importants en ville, hein, voilà, rafraîchissement de la ville,
gestion et de régulation des problèmes atmosphériques, des problèmes, etc., de l'eau notamment, et puis des problèmes culturels qui en ville sont très prédominants encore aujourd'hui, hein, toute la notion d'ambiance, de récréation, les notions de sanitaire aussi, de santé, qui y sont liées. Donc la nature, elle nous rend plein de services. Et une des idées qui va derrière, c'est donc de dire on va développer cette nature de plus en plus pour avoir de plus en plus de services. Donc là, on a bien un rapport entre une forme de densité de végétalisation et une densité d'espace demandé, attendu pour les services en question. Alors, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de dépasser ce stade de plus de nature dans la ville, plus de végétalisation dans la ville, pour arriver à la notion de biodiversité. Donc, c'est une deuxième étape. La biodiversité, c'est quoi? C'est un ensemble d'espèces, simple, hein, on parle aussi de gènes, d'écosystèmes et tout ça, mais restons au niveau des espèces. Donc, une diversité d'espèces, mais surtout d'un fonctionnement entre ces espèces. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va aussi permettre de créer des écosystèmes. Quand on fait un ensemble de rosiers sur du sol, on a mis des êtres vivants comme ça, et puis on a un objectif esthétique, donc on a du service, mais c'est pas durable, c'est pas viable à long terme, parce qu'il va falloir bêcher, biner, remplacer les rosiers. Si on vise une diversité biologique, une diversité en espèces notamment, on va pouvoir avoir une reconstitution peut-être de chaînes alimentaires et donc moins de fragilité aussi à tout ce système-là. Donc du coup, dans cette notion un peu de service rendu, en passant la biodiversité, on va toucher à de la durabilité que j'estime qu'on n'a pas du tout si on reste sur une simple végétation. Donc voilà, déjà, c'est un premier pas qui est important et qui impose une nouvelle approche de ce qu'on veut planter, de qu'est-ce qu'on appelle la nature dans la ville. C'est des questions qu'on va peut-être pouvoir aborder. Et ce qu'on défend beaucoup pour que ça fonctionne, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça fasse écosystème. Une des idées très fortes, c'est qu'on a un maximum, on est beaucoup plus d'espèces locales, d'espèces régionales qui soient présentes, et qu'on arrête de planter des platanes et des rosiers qui nous rendent plein de services, ils sont fabuleux, mais ils ne sont pas durables, ils ne sont pas régionaux, ils ne s'intègrent pas du tout dans des fonctionnements globaux, la biorégion, etc. etc. Donc, alors on abordera tout à l'heure, je suppose, les notions d'échelle, donc on a vu tout de suite avant une des échelles, hein, l'échelle globale. On va y revenir parce que j'ai vu qu'effectivement c'était très sensible, hein, les notions de quartier et autres, et notamment les notions de corridor et de continuité. Ça, je pense qu'on en reparlera et on pourra développer un peu tout à l'heure un peu mieux la façon de faire, donc la théorie et puis aussi l'opérationnalité qui me tient vraiment à cœur. Et puis la troisième étape, pour ne pas dépasser trop mon temps, la troisième étape, c'est changer le paradigme de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'à partir de cette idée on ne fait plus simplement des plantations pour rendre service à l'homme, mais on considère que l'homme fait partie d'un fonctionnement de l'écosystème, ça veut dire que l'urbanisme ne peut absolument pas continuer sur les voies qu'il a actuellement. Donc ça veut dire que, alors pareil, pour faire simple, on va développer ça, mais ça veut dire qu'on va créer des éléments de réflexion, des éléments de conception, et puis des gestions d'espace qui vont être écosystémiques. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme écosystémique. Aujourd'hui, on va encore plus loin, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, c'est l'écosystème régénératif, c'est-à-dire comme l'écosystème qui se régénère et sur lequel on a moins aussi d'actions de gestion à avoir. Donc ça, c'est important, cette idée un petit peu que je pourrais résumer en une phrase qui me tient aussi à cœur, c'est de dire qu'en fin de compte, dans cet urbanisme, si on veut vraiment développer la biodiversité, eh bien, il faut créer un paysage vivant, on a compris ce que je mettais derrière, pour que le projet urbain soit différent de ce qu'il était, et notamment pour que le non bâti soit aussi important que le bâti. Et donc, du coup, c'est dans les grands propos de dire que l'écologie du paysage, à un certain moment, pourrait être aussi important que l'architecture elle-même. Alors, évidemment, c'est un peu exagéré, un peu poussé, mais je pense que ça illustre bien la conception complètement neuve qu'on peut avoir de la fabrique de la cité qu'on peut avoir. Et c'est un peu l'idée que je défends, que je vous expliquerai peut-être un peu mieux tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Clergeau,
ce propos introductif et qui appelle, finalement, qui s'enchaîne et qui appelle très bien la question de la pratique de l'urbanisme. Alors, Marion Valeur, qui, je le répète, est conseillère d'Anne Hidalgo, elle était justement, elle a inventé les réinventés, on pourrait dire, dans la mandature précédente. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle nous pose en effet la problématique à Paris de cette relation entre densité et nature. Madame Valère, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Super. Alors, on ne vous voit pas, Ah bon? mais Toujours non. pas? Mais non. Ah mince. Alors, attendez. Eh bien, ça y est. Ah, super. Voilà. Eh bien, écoutez, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire suite aux propos de Monsieur Clergeau que je rejoins totalement. La première chose, c'est que c'est vrai que j'ai parfois l'impression aujourd'hui qu'on oppose certaines choses et qu'on oublie en fait ce qui était à l'origine des villes ou même des espaces naturels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un débat dans l'urbanisme et notamment à Paris qui est extrêmement clivant, où chaque projet urbain est extrêmement contesté. Et donc la densité est parfois devenue un gros mot à Paris ou ailleurs. Et donc, la première chose qui me semble important de rappeler, c'est que, en fait, la densité, c'est quand même la base de la ville. Hein. La ville, c'est quand les gens se décident d'être près, de se chauffer, d'être très près pour échanger des denrées, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit non à la densité, enfin, moi, je trouve ça toujours curieux. Et d'autant plus quand on sait que pour beaucoup de gens dans le monde, Paris est encore considérée comme la plus belle ville du monde ou en tout cas une ville extraordinaire. Et pourquoi cela? C'est d'une part un patrimoine, mais c'est aussi vraiment un modèle haussmannien qui est fondé sur la densité. On a la chance et en fait, les gens l'expriment avec d'autres mots, mais la densité, c'est le fait qu'on ait une boulangerie en bas de chez soi, qu'on puisse aller à pied à beaucoup d'éléments de son quartier. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi, nous, parfois, la ville du quart d'heure aujourd'hui. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment la densité. Et donc, je pense que peut-être qu'il y a une responsabilité du milieu de l'urbanisme dans son ensemble. Peut-être que les mots ont été mal choisis parfois et que cela a fait diaboliser la densité en un sens, mais il faut toujours rappeler que la densité, c'est d'abord un critère de l'écologie, parce que quand on est proche, on fait plus de choses à pied, on a moins besoin de chauffer les bâtiments, on peut plus faire à vélo. Enfin, donc voilà, c'est la première chose qui me semble important de rappeler. Et puis en miroir de ce débat, nous, on a aussi tous les débats. Alors, je ne connais pas bien les participants à ce webinaire, mais c'est vrai que nous, à Paris, on a énormément de débats avec des défenseurs du patrimoine qui, à l'inverse, considèrent que la végétalisation est une menace pour Paris. Donc, on a tous ces débats assez actifs en ce moment. Et on nous dit parfois que la végétalisation de Paris serait contre l'histoire, que Paris serait une ville minérale, qu'il faudrait protéger notre patrimoine contre ces folies contemporaines. Et alors là aussi, moi, je trouve ça toujours très curieux de présenter les choses ainsi, puisque il faut se rappeler quand même qu'une ville, elle s'est toujours installée dans un écosystème qui était existant avec souvent un fleuve, avec un bassin de ressources, avec des végétaux. Et donc, quand on dit Paris est une ville minérale, moi, je ne vois même pas ce que ça veut dire, en fait, parce que c'était peut-être minéral à une certaine époque, mais en fait, il faut toujours se rappeler qu'on fait partie d'un écosystème plus vaste. Et donc, Paris est aussi bien une ville minérale qu'une ville végétale. Et tout cela ne s'oppose pas. Donc, je pense qu'on sort d'une période où, une période au sens large, hein, où c'est vrai que en architecture, en urbanisme, on a pu peut-être croire qu'on pouvait s'extraire des ressources. L'architecture a adopté un style international qui ne reflétait plus en fait les ressources de chaque territoire. Et aujourd'hui, en fait, on doit inventer un nouveau modèle urbain qui se reconnecte vraiment avec son territoire. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes, aujourd'hui, quand elles se rendent dans une ville ou une autre,
On trouve ça dommage que ça se ressemble autant, qu'il n'y ait plus en fait cette particularité, qu'on ne ressemble plus le territoire. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et Monsieur Clergeau parlait de la biorégion, de se dire, voilà, il faut retrouver le bon équilibre, le bon modèle urbain en fait, qui se reconnecte à un territoire et qui donc adopte un type de végétalisation qui est en accord avec ce territoire, en choisissant bien les espèces voilà, qu'on va implanter, mais aussi en accord avec le patrimoine. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'avoir une approche assez pragmatique en regardant quartier par quartier. Voilà, dans quel quartier est-ce qu'il est encore utile parfois de construire parce qu'on souhaite amener de nouveaux services. Parfois, c'est utile de construire du logement parce qu'il n'y en a pas, ou de construire du logement social dans certains quartiers où il n'y en a pas. Et d'autres quartiers où la priorité va être vraiment de créer un parc, de végétaliser. Et donc, on doit avoir une approche très fine, et c'est aussi pour ça qu'on emploie le terme de ville du quart d'heure, de regarder pour chaque Parisienne et chaque Parisien, dans le quart d'heure, quel service on trouve, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Et on ne s'interdit pas, par exemple, l'idée de voilà, à certains endroits de dédensifier, de densifier d'autres endroits. Je pense qu'il faut avoir une approche très pragmatique. Et donc, en revanche, on est très strict sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mètre carré gratuit à Paris. C'est-à-dire que Paris est une ville tellement dense et déjà tellement constituée que chaque mètre carré qui est créé à Paris, il doit vraiment apporter quelque chose à la ville. Et donc, si on crée des nouveaux bâtiments, sachant que notre priorité, c'est toujours la conservation avant la démolition, bien évidemment, si on crée des nouveaux bâtiments, il faut que ces bâtiments, ils apportent des services non seulement aux habitants du quartier, mais aussi des services écosystémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau bâtiment, pour nous, c'est une évidence qu'il apporte de la végétalisation, que ce soit directement sur le toit, en terrasse, ou bien via de la compensation aussi dans les alentours. Et puis, il doit apporter bien sûr des services d'intérêt général pour le quartier. Et donc, vraiment, cette notion aujourd'hui que l'espace est tellement précieux que s'il y a de la construction, voilà, elle doit apporter à l'ensemble de la ville. Et puis après, on cherche à développer de nouvelles typologies de nature en ville, puisque c'est vrai que historiquement, il y avait beaucoup cette dichotomie entre, d'une part, l'espace bâti, de l'autre, les parcs et jardins. Et bien évidemment, on est très attaché à nos parcs et jardins. Et on cherche aussi à développer d'autres formes de nature en ville qui peuvent être des petites poches, par exemple, dans un quartier, si on a une placette, de créer une zone très dense en végétation. On a développé ce qu'on appelle les cours oasis, c'est-à-dire des cours d'école qu'on végétalise, qu'on désimperméabilise, donc pour créer des îlots de fraîcheur. Donc, on cherche à créer des îlots de fraîcheur vraiment à une échelle très fine, à végétaliser aussi des rues, par exemple, devant les écoles. Donc, c'est là où je dis on change de modèle urbain, c'est que voilà, on sort de ces dichotomies habituelles et on essaye d'inventer de nouveaux modèles qui aussi, du coup, changent notre rapport à la nature en ville, changent notre rapport à la densité. Et en tout cas, pour l'instant, on pense qu'il faut expérimenter, il faut tester ces nouvelles typologies et que c'est tout à fait compatible avec l'ADN de Paris. On en est convaincu. Merci beaucoup. Ce que je trouve troublant dans vos interventions, c'est qu'à la fois, Monsieur Clergeau nous dit il faut aller au-delà de la question de la présence du végétal, c'est un écosystème qu'il faut installer, entretenir et maximiser les interactions finalement entre la ville et la nature. Et vous, Madame Valeur, vous nous dites il faut diversifier les palettes de l'écosystème, et d'ailleurs l'écosystème le système naturel n'est pas que du non bâti, le bâti doit y participer en quelque sorte et s'inscrire dans cette interaction. Moi, j'aimerais vous réentendre l'un et l'autre sur cette question des interactions entre la ville et la nature. Vous dites tous les deux, me semble-t-il, il faut les maximiser. Il faut diversifier à la fois les espèces, les essences et les modes. C'est le jardin de poche, c'est la cour oasis, etc. Est-ce à dire que jusqu'à maintenant, la nature était pauvre, la nature urbaine était pauvre? Monsieur Clergeau? Alors, ça dépend oui, elle est pauvre en ville. Il
faut le dire. Elle est pauvre en ville, elle commence à être plus présente à travers quelques végétations, mais elle reste très très pauvre. Alors, Paris n'est pas un très bon exemple, c'est ce que je dis tout le temps. Paris, c'est pas une ville, hein, c'est un centre-ville, donc on a une densité qui correspond au centre de la plupart des capitales. Et gérer un centre-ville sans gérer les banlieues, sans gérer les relations à la campagne environnante, c'est très compliqué. Et c'est bien pour ça que voilà, on crée le Grand Paris et que on espère que, comme les mobilités, hein, tout le réseau de transport du Grand Paris, on pourra aussi gérer un peu plus complètement et un peu plus correctement, sans doute, les relations avec la campagne et les grandes sources d'espèces. Voilà. Alors, donc Paris, c'est difficile à aborder en tant que tel. Donc cette notion du bâti, moi je suis prudent. Hein. Pour l'instant, Paris part de très loin. Hein. 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est excessivement faible si on veut y rester à cette échelle-là de ce qu'est Paris, la ville de Paris, intramuros. C'est excessivement faible. Donc il y a eu des réflexions, il y a des réflexions aussi pour mettre surtout la végétation en pleine terre. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'on a énormément de réseaux dans les grandes villes, et notamment tout particulièrement à Paris, mais c'est là que sont les enjeux. Il ne faudrait pas qu'on se réfugie derrière des toitures végétalisées pour dire voilà, on a fait de la nature, c'est tout là-haut, c'est bon. C'est absolument pas suffisant pour faire le fonctionnement écosystémique dont je parlais. Et c'est vrai qu'il faut avoir une ambition de changement de la ville. Il ne faut pas se réfugier. Alors bien sûr qu'il y a un patrimoine architectural qui est un des plus importants au monde, ça on le reconnaît tout à fait. Il y a un patrimoine aussi horticole, hein, on a des parcs et des jardins qui ont une histoire, mais il y a aussi des espaces qui peuvent tout à fait évoluer. On peut miser sur le bâti et toujours se réfugier derrière le prix du mètre carré de Paris, mais je pense que là où l'enjeu est très fort, à mon avis, c'est effectivement d'avoir des nouvelles réflexions sur les espaces publics qui vont évoluer, moins de voitures, donc du coup aussi on peut attendre à un espace public, un espace viaire, hein, donc les rues qui peuvent aussi changer d'organisation et d'objectifs. Peut-on pratiquer enfin en grande ville des rues, pas que pour la mobilité, mais aussi pour s'asseoir, pour discuter, etc. Ce sont des choses qui font partie d'une évolution possible de la ville et qui peuvent s'accompagner aussi tout à fait de nouvelles plantations, de nouveaux types de plantations, etc. Paris a un enjeu énorme qui est toujours en discours depuis Bertrand Delanoë. Moi, j'avais pu discuter pas mal avec lui là-dessus, qui sont effectivement redonner tous les quais de Seine aussi aux piétons en mobilité douce et à la végétation et une végétation cohérente. Donc, il y a des enjeux qui peuvent être pris et je pense qu'il y a une réflexion forte à mener voilà, pour que la densité d'habitation soit aussi acceptable. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On a bien vu que ce soit à Paris ou que ce soit à New York, hein, 400 000 personnes qui partent de la ville de New York dès qu'il y a eu le confinement. C'est pareil à Paris. Voilà. On a besoin de nature. On ne peut pas continuer à avoir des villes qui soient que ce qu'elles ont été voilà, fin du 19e et début 20e, et puis surtout complètement gérées par l'automobile et pour l'automobile depuis les années 1960-1970. Donc il y a des enjeux énormes. Merci. Madame Valère, en effet, vous avez parlé du nouveau modèle urbain et M. Clergeau nous amène sur rien ne remplacera vraiment la pleine terre et donc c'est la question des espaces publics. Finalement, c'est le premier levier. Aujourd'hui, on est à niveau sur cette question-là. C'est Paris ou d'un point de vue plus général. Hein, c'est pas un débat strictement parisien. En réalité, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont arrivés assez récemment, où on est encore finalement dans le test et l'expérimentation, comme je le disais. Mais effectivement, les perspectives sont immenses pour récupérer de l'espace public à Paris, pour une raison simple, qui est que la maire de Paris a annoncé qu'on allait transformer en fait la moitié des places de stationnement en surface dans Paris. Donc, une fois que vous avez dit ça, en fait, c'est une masse d'espace public qui se libère, qui est disponible et qu'on doit en fait réallouer à différents usages. Et donc, une partie deviendra de la piste cyclable, hein, parce que
l'espace public est toujours extrêmement contraint à Paris, hein, donc c'est toujours très compliqué de trouver de la place, mais il y aura une partie pour de la piste cyclable, une partie pour des terrasses, mais une grosse partie pour de la végétalisation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire déjà qu'on peut récupérer beaucoup d'espace en fait de proximité pour de la végétalisation, où on va vraiment donc transformer de la chaussée en végétalisation pleine terre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va vraiment changer le paysage de la rue parisienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a en tête la rue parisienne avec la chaussée, le trottoir, les bâtiments et éventuellement voilà, des arbres et quelques bacs à fleurs. Là, ça veut dire qu'en fait, on a une nouvelle bande de paysage qui est en fait à côté du trottoir, ou s'il n'y a plus de trottoir, voilà, qui est un peu au milieu, qui est une bande de végétation. Et je crois que bon, ça prend un peu de temps, mais si on arrive à inscrire aussi ce nouveau paysage de la rue parisienne et de montrer que c'est compatible avec notre histoire, je pense que ça serait vraiment une grande victoire. Et donc, on a lancé aussi des permis ce qu'on appelle des permis de débitumer. Il y avait déjà les permis de végétaliser. Et c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas juste de faire des bacs à fleurs, c'est aussi vraiment de s'attaquer à la chaussée dès lors qu'on le peut. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a souvent des réseaux, hein, comme le disait Philippe Clergeau, c'est très contraint. Mais partout où on peut le faire, on le fera. Et on a parfois des avenues assez larges où on va pouvoir créer aussi de nouveaux espaces végétaux. Et donc, c'est très intéressant ce mouvement qui s'engage parce qu'on s'attaque à un nouvel espace qui est vraiment l'espace public du quotidien. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et pour ceux qui passent à Paris prochainement, je vous invite à passer devant le château de Vincennes, où on a récupéré déjà une énorme partie de la chaussée. C'était un très grand rond-point en entrée du bois de Vincennes, et où on a débitumé, et on peut voir en fait à quel point on peut récupérer une grande portion de voirie pour y installer en fait des prairies, de la végétalisation. Et donc c'est voilà, on n'est qu'au début de ce mouvement. Donc on voit que la puissance publique essaye de prendre sa part finalement sur le domaine qu'elle maîtrise et qu'elle aménage, avec les limites et les difficultés que vous pointez. Et l'opération privée dans tout ça. Alors, on a parlé de la végétalisation du bâti qui est, attention, Monsieur Clergeau, mais une alerte en disant attention de ne pas en faire une sorte de leurre qui nous détournerait de la question de la pleine terre. Mais la pleine terre dans des opérations privées aujourd'hui, donc dans du renouvellement urbain, dans de la densification, est-ce que il y a des opérations qui vous paraissent intéressantes et exemplaires dans les réinventer, par exemple? Ou est-ce que vous, Monsieur Clergeau, vous accompagnez des opérateurs justement dans cette... aidez-moi à concevoir le projet qui participe de l'écosystème. Est-ce que, et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez même trouver des missions à travers ce webinaire. Oui, l'espace privé est l'espace le plus important dans la ville. Ce n'est pas l'espace public, c'est l'espace privé. Donc effectivement, on ne peut pas imaginer une ville verte, naturelle, voire biodiversitaire, sans un appui énorme des citadins propriétaires. Donc il y a une façon de voir les choses qui sont effectivement de demander aux gens de végétaliser leur façade ou leur toiture. C'est ce qui est en cours dans beaucoup de villes. C'est assez facile parce qu'en même temps, on se dégage un petit peu du problème. Mais on peut avoir aussi des approches beaucoup plus transversales et beaucoup plus concrètes sur des jardins. Alors, on va quitter Paris parce que Paris n'a pratiquement pas de jardin, mais la plupart des grandes villes en Europe, voilà, il y a une idée aussi, c'est de faire participer des citoyens propriétaires de jardins en général petits, voilà, à protéger un peu une biodiversité qui s'installe, à ne plus planter certaines espèces invasives, et pourquoi pas, c'est des propositions que j'avais faites à Toulouse et on est en discussion aussi à Paris là-dessus, pourquoi pas favoriser aussi des formes de labels ou des choses comme ça qui permettraient à des formes de continuité à travers les espaces publics. Il faut que le collectif, la collectivité, la municipalité soit exemplaire, mais qu'aussi on donne de l'épaisseur à des projets voilà, en intégrant des jardins et des qualités de jardins. Et là, à ce propos-là, juste une anecdote, mais j'ai travaillé sur le centre de Bruxelles, puisqu'on m'a, avec une agence d'architectes, on m'a demandé
de m'envoler et de concevoir une transformation complète du centre de Bruxelles, et donc notamment le quartier de l'Europe, que vous connaissez tous ou pratiquement, les Bruxellois évidemment, qui est excessivement minéral, avec des rues qui ne sont pas très larges, il n'y a pas beaucoup de beaux boulevards, comme il y a à Paris. Les grands boulevards à Paris pourraient tout à fait être des grands corridors écologiques. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais on pourra y revenir. Mais à Bruxelles, et donc qu'est-ce que j'ai proposé? C'est une idée qu'il faudrait creuser, c'est d'ouvrir les îlots. C'est-à-dire que quand on a une restauration d'îlots, on a des espaces en cœur d'îlots qui sont pour la plupart, moins à Bruxelles, et aussi dans certains quartiers parisiens, qui sont des grands parkings, et on pourrait tout à fait avoir des plantations, et puis, pourquoi pas, retrouver un peu les schémas de Cerda à Barcelone ou autres, c'est-à-dire des îlots traversants où on pourrait permettre à certains moments de la journée ou autres au public de quitter l'espace public pour pouvoir traverser aussi des espaces privés qui sont, eux, plus facilement végétalisables, sans doute, que des petites rues trop serrées, trop patrimoniales et difficiles à gérer. Voilà, c'est des idées. Madame Valère, sur cette question de l'opération privée ou même de l'îlot privé au service de cette nature en ville. Oui, bah, je pense qu'on doit vraiment inventer de nouveaux outils pour donner envie en fait aux habitants et c'est pas que l'habitant, hein, c'est la copropriété et c'est là où ça se complique en général pour leur donner envie de végétaliser. Il y a une ressource qui est immense, c'est les cours d'immeubles. À Paris, si beaucoup de gens disent j'ai pas accès à un jardin et tout, en réalité, parfois, ils pourraient avoir un jardin, un quasi-jardin en bas de chez eux. Et alors, moi, ce qui parfois m'attriste aussi, c'est ces résidences où il y a des très grandes pelouses en cœur de résidence et où il y a une pancarte interdit d'y aller. Et on se dit, mais c'est trop triste, quoi, toutes ces familles avec enfants et ils ne peuvent même pas en profiter. Et c'est vrai qu'il y a encore cette culture en France de ne pas, il ne faut pas toucher, il ne faut pas rentrer dans l'espace, dans les parcs, etc. Et là, je me dis, il y a vraiment une ressource immense. Ça n'est pas facile parce qu'encore une fois, il s'agit de convaincre des copropriétés, d'une part, d'engager des frais et d'autre part, de se mettre d'accord sur un projet parce que qui dit espace commun qu'on utilise, dit nuisance sonore, etc. Et donc, voilà, ça explique pourquoi il n'y a pas plus de projets, je pense. Mais je pense qu'on sera amené à le développer. Et bon, pendant le confinement, pas mal de Parisiens aussi ont pu redécouvrir ces espaces-là et jouer dans la cour d'immeuble. Et donc, et je pense que voilà, on a une grosse marge de progression sur ce sujet-là. Parce que l'essentiel, de toute façon, c'est sur l'existant. Hein. On peut faire des toits végétalisés sur des nouveaux projets, mais la marge du neuf est tellement faible par rapport à l'existant que de toute façon, le vrai sujet, c'est le patrimoine existant. Cette question et peut-être vous, Madame Valère, en premier pour changer l'ordre et pouvoir amener vos propres sujets de discussion, mais la question des cours d'immeubles et de la perméabilité dont nous parle Monsieur Clergeau, elle pose la question du système et des échelles du système. C'est-à-dire qu'on a dit, d'ailleurs, Paris et le centre de Paris, c'est le centre-ville de la métropole du Grand Paris, ou, sans vouloir cibler une institution, parce que je sais que c'est toujours un peu compliqué, en tout cas du bassin parisien. Ça m'intéresse de vous entendre sur la question des échelles d'appréhension de la nature en ville. C'est-à-dire que le risque, est-ce qu'il y a un risque à faire du micro finalement et penser avoir sauvé le monde parce que la cour, la rue, comment aujourd'hui vous dialoguez ou comment vous aimeriez dialoguer sur des écosystèmes à une échelle plus large? Oui, je pense qu'on doit avoir toutes les échelles en tête et comme le disait Philippe Clergeau, la bonne échelle, c'est aussi celle du Grand Paris parce que, par exemple, quand vous allez à Berlin, les gens ont beaucoup plus cette tradition d'aller dans un jardin partagé ou d'aller même dans un lac qui va être au bout d'une ligne de métro. Et ce qui, à l'échelle de Paris, serait une ville de petites couronnes, voire de grandes couronnes, en fait. Donc, il faut qu'aussi on trouve cette culture à Paris d'aller dans des parcs
de banlieue qui sont encore trop méconnus des Parisiens et où parfois, vraiment, c'est à 3 arrêts de métro, mais c'est juste dans la ville d'à côté. Et je pense que les Parisiens apprécieraient aussi de découvrir tous ces espaces. Donc, on essaye de communiquer aussi là-dessus. Et puis après, il y a l'échelle vraiment plus du bassin de ressources qui est très importante, l'échelle de la biorégion. Pourquoi elle est importante? Parce que il faut se reconnecter aussi aux ressources et se rappeler qu'une ville, elle ne vit pas hors sol. Il y a parfois cette illusion où, en fait, c'est vrai que quand on vit en ville, on ne voit pas d'où viennent trop les ressources qu'on mange, on ne voit pas d'où vient l'eau. Et or, il me semble que pour adopter un comportement écologique, il est essentiel de se reconnecter à cette échelle-là pour comprendre en fait voilà, d'où viennent toutes les ressources qu'on consomme. Et donc pour cela, ça peut sembler un peu conceptuel quand on dit on se reconnecte à une échelle plus large, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi par exemple pour les enfants, de beaucoup plus aller voir ces territoires de ressources, avoir ce qu'on appelle un peu un paysage de référence aussi. Tout le monde n'a pas une maison de campagne, bien sûr, et du coup que la puissance publique puisse accompagner ce mouvement-là, aller voir les territoires où on produit la nourriture qui va être mangée dans les cantines. Des choses comme ça me semble aussi très important pour se reconnecter, comprendre le fleuve, voilà, et l'eau de Paris, quel est son parcours. Et donc, je trouve que cette échelle-là, elle est extrêmement importante pour toujours se rappeler que la ressource n'est pas gratuite et qu'une métropole, elle n'est pas hors sol et que aussi ce qu'on fait dans un centre-ville, dans une métropole, a un impact sur un territoire lointain. C'est tout le sujet aussi avec la construction et notamment avec le béton, par exemple, où on oublie parfois que quand on construit en béton, on va aussi avoir un impact sur le sable d'un paysage lointain ou très lointain et qu'on est peut-être en train de dégrader un paysage. Et donc voilà, toujours, je pense, avoir cette échelle large en tête. Monsieur Clergeau. Oui, pour moi, le jeu d'échelle est comment fondamental. C'est exactement comme la mobilité. Bon, ça vient d'être abordé, c'est-à-dire que la ville du quart d'heure et la qualité d'une vie dans l'immédiat, dans un contexte proche, n'est durable que s'il y a une capacité d'accès à des choses beaucoup plus lointaines, que ça soit voilà, que ça soit pour le travail, que ça soit pour le loisir, que ça soit pour découvrir d'autres. Donc, donc dans la mobilité, le jeu d'échelle est quasi obligatoire. C'est la même chose en écologie. Donc, pour faire simple, il y a quand même une approche très locale. On va planter, qu'est-ce qu'on va planter, comment on va gérer la terre, comment est-ce qu'on va, si on fait de l'agriculture urbaine, comment, puisque c'est vraiment à la mode en ce moment, comment est-ce qu'on va la mener, est-ce qu'on a une attention à la biodiversité ou on veut simplement des tomates et des relations sociales, etc., etc. Il y a un travail à mener et qui est déjà très bien amorcé au niveau très localisé, à mon avis. Donc, les bâtiments végétalisés en font partie, les cours d'immeubles en font partie, les nus sur certains boulevards en font partie. Mais ça, n'est valable aussi que si ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large et qui est celui effectivement donc de ce que je montrais tout à l'heure avec les trames vertes et bleues un petit peu par exemple, c'est-à-dire des connexions par rapport à des sources d'espèces. Il faut que les espèces elles puissent aussi circuler. Alors, pas toutes, il n'est pas question de faire circuler des sangliers, mais que la faune du sol, par exemple, notamment, et puis certaines espèces végétales qui progressent aussi dans un territoire, puissent voilà, se mailler petit à petit aussi des territoires urbains. Et donc, du coup, ça impose d'avoir des réflexions entre le centre-ville, peut-être pas, mais au moins des couronnes proches de la ville où on a encore des jardins et des capacités à développer des espaces publics végétalisés, et puis des sources d'espèces qui sont plus lointaines. Je pense que ça, c'est vraiment important et la notion d'échelle est complètement fondamentale dans cette démarche. Cette échelle, vous avez parlé de biorégion, d'écosystème, c'est quelle gouvernance on a aujourd'hui ou on devrait avoir pour essayer justement de l'appréhender? Est-ce que à Tours, par exemple, il y a une tentative aujourd'hui d'épuisement d'une exploration sur la question du Parlement de la Loire. Donc, c'est la question
qui renvoie au Parlement des choses de Bruno Latour, qui est-ce que l'ensemble des parties prenantes ou des peuples qui vivent d'un écosystème en particulier doivent être en capacité à personnifier cet écosystème pour lui donner un statut juridique, délibérer collectivement, etc. Finalement, ce n'est pas très éloigné de ce que vous nous dites là. Il y a une infrastructure naturelle à la grande échelle qu'on va essayer d'emmener jusque dans le cœur des villes et dans les cours d'école, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des exemples, voilà, d'une gouvernance de cette infrastructure, de cet écosystème de grande échelle? Non, je ne dis pas comité de bassin, etc. Mais quelles sont les communautés sur lesquelles on peut s'appuyer? Bon, je peux commencer. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il fait aussi énormément débat. Moi, donc vous avez compris que j'étais par exemple pour une avancée sur le Grand Paris, qui me semble une échelle intéressante justement pour la gestion un petit peu de ces complexités et de ces dispersions humaines, animales, végétales. Je suis toujours assez fervent aussi d'une approche différente de la métropolisation. La métropolisation qui est toujours en train de se faire et de chercher un petit peu quand même, est un outil que je pensais être très fort pour pouvoir justement gérer la ville et son environnement. Typiquement, les objectifs qu'on pourrait avoir, c'est la ville archipel, hein, comme Rennes, Perpignan ou autres, c'est-à-dire des centres-villes qui se refont plutôt sur elles-mêmes avec des requalifications plutôt que des étalements urbains, et puis des développements de villes autour, de petites villettes, comme on dit, parce qu'on a des réseaux de communication qui sont à la fois collectifs, à la fois des réseaux de bus, hein, à Rennes par exemple, c'est un réseau de bus qui emmène loin les gens du centre-ville, donc voilà, comme à Londres aussi. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à mener sur ces gouvernances à grande échelle et à construire aussi voilà, des choses un petit peu nouvelles. Alors, il faudrait qu'on prenne aussi en compte d'emblée, rapidement aussi, l'importance des fonctionnements écologiques et que ça ne vienne pas juste après. C'est le gros problème qu'on a en ce moment dans le Grand Paris avec les mobilités, hein, les gares et les densifications de certaines zones des départements autour sont un peu complexes parce qu'on a un peu oublié les espaces publics, on a un peu oublié l'approche écologique et le bien-être des gens pour pouvoir rentabiliser au maximum les mètres carrés autour des gares, quoi. Donc du coup, on se retrouve encore un peu très souvent dans des contextes urbanistiques tout à fait classiques d'il y a 20-30 ans, quoi. Donc voilà, c'est pas un sujet qui va de soi. Alors la métropolisation, je suis un peu plus prudent parce que je suis en train d'écrire un article avec un philosophe de l'architecture et qui lui est très prudent aussi sur ce qu'a développé la métropolisation. Mais je pense que c'est une échelle qui est assez intéressante, hein, et ben, les exemples, je pense que la ville de Paris, là, qui a développé aussi qui fait partie très activement des réseaux des métropoles, des grandes métropoles. Voilà, il faut qu'on sorte de cette mondialisation pour avoir des métropoles qui fonctionnent plus localement, plus en fonction de ce qui se passe, et puis en sortant un peu de la ville-centre qui organise et qui organise ce qui se passe autour pour pouvoir aller vers justement peut-être beaucoup plus de liens ville-campagne, pour faire simple, qui soit un peu plus cohérent et un peu plus fort. Marion Valeur, comment on gouverne la métropole nature? Non, mais écoutez, ça dépasse la question de la nature. Il y a jamais d'échelle de gouvernance parfaite, hein. C'est ça la réalité, c'est que on peut essayer de dessiner les schémas parfaits et le Grand Paris le montre. Je pense que tous les gens qui ont travaillé là-dessus se voient la complexité et au bout, on se dit, bon, il n'y aura jamais l'échelle parfaite sur tous les sujets. Donc, il s'agit surtout de créer des bonnes coopérations entre acteurs. Parce que de toute façon, selon les sujets, et d'autant plus quand on adopte une approche écologique, avec justement de regarder à l'échelle des ressources, eh bien, on ne trouve pas l'échelle qui convient à la fois sur le sujet économique, le sujet écologique. Et donc voilà, il n'y aura jamais la structure parfaite. Et donc, il faut être malin. Il faut inventer des coopérations qui traversent les frontières administratives
Et je pense que c'est ça le vrai enjeu. Donc c'est de se dire, sur la question de la Seine, il faut travailler avec Rouen et Le Havre. Sur la question de l'alimentation, il faut travailler avec telle et telle collectivité parce que historiquement, ce sont des terres qui nourrissent Paris. Et donc, il faudra aussi être beaucoup plus souple, je pense, dans nos formes de gouvernance et se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours la structure qui correspond au périmètre, etc. Donc, coopération à la carte. Allez-y, monsieur Clergeau. Je pense aux projets alimentaires territoriaux qui sont des beaux exemples d'organisation à travers organisation de paysage, production alimentaire, agriculture d'un côté et ville, et comment est-ce que ça fait sens maintenant un peu pour aller jusqu'à des créations d'organisations territoriales. Voilà, c'est des sujets comme ça qui sont assez un peu neufs et qui sont très intéressants, qui vont, je pense, être de plus en plus développés. Et vous avez en tête des exemples de territoires qui vous semblent justement avoir réussi à créer ces coopérations à la carte sur projet, finalement? Oui, des PAT comme ça. Il y a celui de Clermont-Ferrand qui est très performant, qui est bien analysé en ce moment, sur lequel il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Toulouse qu'on a lancé aussi. Je crois que, me semble-t-il, Strasbourg, je n'ai pas préparé ça, mais il y a des exemples en France notamment, où il y a des vrais projets d'agriculture urbaine de périphérie qui font sens pour justement à la fois limiter l'étalement urbain, il y a ça un petit peu qui est derrière aussi, et à la fois retrouver une agriculture de proximité qui aille un peu à l'encontre de ce que la ville rencontre aujourd'hui. Les problèmes, que ce soit à Paris, à Toulouse, on se retrouve brusquement nez à nez avec des grandes plaines céréalières qui pourraient être autre chose en bordure de ville. Voilà. Très bien, merci. Je commence un peu à grappiller dans les conversations et les questions de nos audiences. Monsieur Clergeau, vous nous avez dit régénérative. On va en parler parce qu'on voit bien d'ailleurs dans la crise sanitaire que nous n'en finissons pas de traverser, à quel point l'accès à la nature a été considéré comme régénératif, voire sanitaire, alors que dans le premier confinement, en tout cas en France, on a fermé les parcs et les cours d'eau, considérant que voilà. Donc on a changé de point de vue sur cette question-là. Mais je voudrais parler de la régénération. Vous avez parlé de la ville archipel et du renouvellement de la ville-centre ou du noyau urbain central sur lui-même. Elle est un peu caricaturale, ma question. Excusez-la, mais vous allez la rendre intelligente dans vos réponses. Mais régénérer et avoir de la pleine terre, c'est accepter la hauteur dans les paramètres. Est-ce que la ville qui s'inscrit dans un écosystème naturel et qui favorise l'écosystème naturel, c'est une ville des hauteurs des bâtiments? C'est une vraie question. Ça, c'est certain que dès qu'on pense densité, on pense hauteur. Ça, c'est évident. Quand on a le zéro artificialisation net qui est en débat en ce moment en France, c'est tout de suite, on va densifier la ville pour ne plus avoir d'étalement urbain. Avec évidemment des choses auxquelles on pense tout de suite. Ça veut dire que toutes nos petites réserves d'encreuses et autres friches qui sont encore un peu vertes et qui animent un peu la ville risquent de disparaître pour être construites. Donc cette recherche du mètre carré absolument est à mettre dans la balance. Je pense que écologiquement, on sait que les bâtiments de très haute hauteur ont des empreintes très fortes, ils ne sont pas toujours très intéressants, au point de vue chauffage, au point de vue ascenseur, au point de vue, etc., vie de l'immeuble ou autre. Qu'il y a certainement d'autres façons aussi d'imaginer, on va retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure l'un et l'autre, sur la façon de créer un nouvel urbanisme et d'imaginer autre chose. Et aujourd'hui, un des éléments de réponse qui revient quand même, c'est quand on veut refaire la ville sur la ville, il faudrait d'abord retravailler, ce sont tous les logements libres,
toutes les friches industrielles, tous ces bâtiments qui sont vides en ville et qu'on n'ose pas remodifier ou faire évoluer. Et alors j'ai oublié le chiffre sur Paris, mais il est phénoménal. Il est phénoménal. C'est-à-dire des gens qui ont placé de l'argent, notamment dans des logements, et qui ne l'utilisent plus du tout, et qui le restaurent le moins possible parce que ça coûte aussi de l'argent. Parce qu'il faut, pour le louer, il faut. Et moi, j'ai habité dans le deuxième pendant 15 ans. Et la moitié de l'immeuble qui était en face de moi, je peux vous le dire, il n'y avait pas grand monde. Et la plupart du temps, il y avait 2 logements complètement vides pendant au moins 6 ans. C'est des choses qui ne sont pas tolérables sur des villes qui ont une attente aussi d'accueil. Et je pense qu'avant de passer tout de suite à la construction, on fait en hauteur, ce que beaucoup de villes veulent, parce qu'il y a une belle image. Enfin bon, on ne va pas parler des tours Signal, mais bon, c'est très symbolique, hein, voilà ce que les villes illustrent. Voilà, avec des grands architectes, on fait des choses un peu magnifiques et qui se voient. C'est vrai que ça fait partie des objectifs de l'urbanisme, de l'architecture. Mais je pense qu'il y a un travail énorme à mener sur les logements et sur tous les espaces libres. Surtout que le télétravail va nous reposer aussi des nouvelles questions. On le voit bien dans le 2e arrondissement et le 10e arrondissement, le nombre d'espaces de coworking qui sont en train de s'installer dans des appartements et dans des petits locaux. Hein. Je pense qu'il y a la ville va aussi changer un peu d'organisation, hein, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Marion Valeur sur cette question et qui va évidemment être au cœur, j'imagine, du PLU bioclimatique que la ville de Paris engage. Oui, ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il faut avoir une vision globale parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de contestations de projets de construction ou de petites extensions en ville et parfois, ça relève un peu du not in my backyard. Et c'est vrai que si on n'a pas la vision globale, il serait trop facile de juste dire ne construisez pas à côté de chez moi et si après, ça crée de l'étalement urbain, quoi. Donc, c'est vrai que c'est parfois agaçant quand on entend les personnes rejeter seulement le projet à côté de chez eux sans se demander où est-ce que ça va être construit à la place. Donc, première chose. La hauteur, de toute façon, ne va pas résoudre tous les problèmes. À Paris, depuis l'ère de la Noé, certains projets de grande hauteur ont été décidés parce qu'il il était estimé qu'à cet endroit-là, ça avait un sens en fait pour aussi créer, pour amener des flux, pour créer un lien avec les villes voisines, etc. Mais je pense que ça ne sera pas la solution ultime aux problèmes urbains d'aujourd'hui. Et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la solution aujourd'hui, c'est avant tout de mieux utiliser l'existant. Alors, dans les grandes villes, mais aussi dans des petites villes. Hein, c'est vrai que ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est quand on arrive dans une ville moyenne ou une petite ville, qu'on voit tous les programmes de pavillonnaires. On dit achetez-vous un terrain et on voit des rues entières qui sont vides dans un centre-ville. Et c'est là où on se dit, mais c'est complètement absurde, quoi. Et donc voilà, il faut trouver les outils, il faut mettre de l'argent public là-dedans. Après, les outils restent limités hein, d'un point de vue national. Aujourd'hui, effectivement, pour traiter notamment les logements vides, les villes ont peu d'outils aujourd'hui pour gérer ça. Donc, je pense que ça demandera des évolutions nationales d'un point de vue aussi législatif. Mais il est clair que c'est avant tout repenser l'existant. Ouais. Merci. Je mets juste par provocation et pour que l'ensemble de l'auditoire voit un peu le chemin pour nos amis évidemment néerlandophones et anglophones avec cette image d'un artiste qui montre Paris, l'entrelacement ville-nature, pour aborder la question du changement de paradigme. Alors, on n'arrête pas de changer de paradigme, vous allez dire à force, c'est fatigant, mais la question de la production urbaine et des compétences dans la fabrique. Et on a une question qui est relative à ça, avec la question de qui on met autour de la table autour d'un projet urbain ou de la planification. C'est aujourd'hui, est-ce que le recours à l'écologue, par exemple, personnifié confrérie personnifiée par Philippe Clergeau ce soir, où on a l'exemple qui est cité de la ville de Gand qui a mis à disposition des conseils d'ingénierie auprès des particuliers finalement pour ce que vous nous disiez tout à l'heure, activer les parcelles privées pour qu'elles participent à l'écosystème naturel global.
est-ce que cette question de faire de la densité et de la nature des alliés, ça demande la mobilisation de compétences nouvelles? Et si oui, lesquelles et à quel moment du projet? Marion, vous voulez... Comme... Non, mais je pense que c'est de prendre en compte effectivement des nouveaux critères et des nouveaux acteurs. C'est vrai que on voit aujourd'hui que, par exemple, dans les plans locaux d'urbanisme, les critères existants, ils ne sont pas toujours satisfaisants en fait pour avoir une approche écosystémique. Alors nous, on dit donc on va modifier notre plan local d'urbanisme et on dit qu'on veut un plan local d'urbanisme qui soit bioclimatique, mais c'est pour dire que en fait aujourd'hui les règles elles sont vraiment on a un gabarit par rapport au patrimoine, etc. Mais en fait on aimerait faire évoluer ça pour que ça soit beaucoup plus en fonction des éléments, en fonction aussi de beaucoup plus de l'ensoleillement, de l'air, etc. Et avoir une approche qui soit pas seulement le gabarit, les mètres carrés. Et donc, c'est des changements en profondeur. Hein, c'est de regarder autrement en fait l'espace urbain. Et donc, pour cela, il y a vraiment besoin de compétences d'experts de la biodiversité urbaine pour chaque projet. En fait, sur chaque projet, regarder comme on le faisait jusque-là sur les gabarits, par exemple, se dire, voilà, qu'est-ce qui serait le plus malin par rapport à la parcelle, par rapport à la pleine terre, par rapport éventuellement à des espèces animales qui s'y trouvent. Et donc, ça demande de penser différemment les bâtiments. Et c'est pas seulement des nouvelles professions, c'est aussi, je pense, de la formation différente, notamment des architectes, pour que ces questions-là soient beaucoup mieux intégrées dans le projet, en fait. Monsieur Clergeau, sur cette chaîne d'ingénierie nécessaire. Oui, tout à fait. Non, je crois que beaucoup d'éléments de réponse viennent d'être donnés là. Enfin, il faut savoir qu'un architecte ne sera jamais un écologue ne sera jamais un architecte. Il faut voir aussi que l'évolution de l'urbanisme, c'est une ouverture vers la complexité, hein, quoi qu'on le dise. Au début, l'urbanisme, il y a 50 ans, 60 ans, c'était que l'architecte. Maintenant, c'est systématique qu'on met avec côté de l'architecte un paysagiste qui peut devenir d'ailleurs Grand Prix d'urbanisme. Donc du coup, on a un consortium de conception qui commence à changer. Et là, maintenant qu'on va vers quelque chose qui n'est plus de la végétalisation, mais si on veut vraiment de la biodiversité, on commence à voir poindre de plus en plus une demande de bureaux d'études en écologie, d'écologues qui vont venir. Alors, pour répondre à la question, à quel moment, c'est vrai qu'ils sont les plus efficaces, à mon avis, tout au niveau de la conception et surtout du diagnostic qu'on ne fait pas encore assez. Donc du coup, il y a encore plein de choses à changer, hein, notamment la loi MOP qui, à mon avis, est trop fermée de chaque bout parce qu'elle a été faite un peu pour répondre à un questionnement très précis de la conception architecturale. Il faut absolument qu'on développe beaucoup plus les diagnostics, savoir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe au point de vue géographie, organisation des flux, écologie, bassin d'emploi, façon de vivre des CSP, etc., avant de faire de la conception. Ça commence à se faire évidemment de plus en plus, je caricature, mais ce n'est pas du tout le cas systématique. Et puis jusqu'à ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on ait beaucoup plus de suivi des livrables des architectes et des urbanistes, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, on a, la plupart des archis ils ont la garantie décennale, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir avec le fait de revenir 5-6 ans après et de regarder comment la pratique d'un espace, la pratique d'un bâtiment a évolué, n'a pas évolué. Il faut rechanger aussi certains éléments. Donc voilà, je pense que l'écologie a son rôle dans presque tout le projet urbain, mais notamment dans le diagnostic. Et juste pour finir, sur cette question-là, ça fait 2-3 ans que j'essaye de me battre pour qu'il y ait des écologues conseillers de l'État, à côté des architectes conseillers de l'État et des paysagistes conseillers de l'État, alors peut-être pas un par département, mais qui puissent aussi, sur beaucoup de projets, donner des idées ou aller essayer d'organiser un petit peu différemment les projets. Justement, sur cette question alors on a parlé de l'ingénierie, des compétences et des métiers, il y a la question aussi de la donnée. Vous avez parlé de diagnostic, de suivi. Comment on mesure ou comment on pourrait mesurer justement l'amélioration de cet écosystème naturel en ville et les bienfaits qu'il apporte?
ça va. Ben, vous voyez, pour dépasser le débat, mon carré de pelouse ou mon arbre, comment on est en capacité de mesurer et de mettre en débat les améliorations ou les dégradations du système naturel en ville? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez en tête des expériences ou des projets qui permettent de cerner ça? Oui, oui, bien sûr. Il y a plusieurs outils qui sont plus ou moins bien utilisés. Alors, je pense tout de suite à l'Atlas de biodiversité communale, hein, qui, quand il est fait régulièrement, permet d'avoir certains éléments de réponse. Je fais partie du club écoquartier français et on a mis au point un guide d'évolution, un guide des indicateurs de biodiversité dans le projet. Hein, donc du coup, c'est pas vous avez beaucoup de papillons, c'est super. C'est est-ce que vous avez plus de papillons qu'avant? Est-ce que vous en avez moins? Est-ce que les gens les ont vus ou autre? C'est un deuxième élément. Et puis il y a aussi notamment dans la gestion dite adaptative. Hein. Alors, je n'ai pas cité le terme parce qu'on repart encore sur des choses un peu compliquées, mais dans le suivi des projets livrés, donc on peut avoir une gestion adaptative. Tous les 5 ans, on regarde, c'est bien, c'est pas bien, on change ça ou pas. Il y a énormément de sciences participatives, de retour des citoyens qui participent concrètement aussi à l'évaluation de où ils vivent et de ce qui se passe. Et ça a été fait. Alors, il y a beaucoup de travaux hein, sur les perceptions, appréciations de l'évolution de jardins ou autres, mais aussi il y a des travaux sur les évolutions, sur les évolutions de consommation énergétique. Il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Il y a des choses, pour l'instant, comme il n'y a pas de demande, ça vient plutôt effectivement du monde académique qui fait des propositions puis qui les teste sur quelques cas. Mais voilà, on est toujours en attente d'avoir un peu plus de retour aussi des collectivités à ce sujet-là. Marion Valeur, les sciences participatives à Paris, c'est une ambition, en tout cas en termes de démocratie permanente. Écoutez, oui, à vrai dire, je ne suis pas experte sur ce sujet et donc je rejoins ce que disait Monsieur Clergeau. Je pense qu'il faut vraiment qu'on développe les indicateurs. Encore une fois, c'est voilà, ce qu'on regarde, des outils, de mobiliser les citoyens pour étudier tout cela. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci. Peut-être, puisqu'on s'approche de la fin déjà de notre webinaire, peut-être, Monsieur Clergeau, vous donnez l'opportunité en 1 minute de nous dire, en deux, évidemment, l'écosystème régénératif, parce que vous nous avez mis à la bouche dans la question à la fois de la réparation et de la régénération. La notion de, c'est encore un terme voilà, qui est en ce moment beaucoup travaillé dans les pays anglo-saxons plus qu'en France. Moi, je parle plutôt d'urbanisme écosystémique. L'idée, c'est d'avoir un urbanisme qui fonctionne, qui s'auto-entretient, qui crée un espace, un territoire, de l'habité qui s'auto-entretient. D'où le terme de régénératif. La gestion de l'eau, par exemple, alors, il y a des beaux exemples, j'ai un étudiant qui travaille là-dessus, il y a plusieurs beaux exemples hein, dans le monde, et je pense à un en Inde, à Lavasa en Inde, où il y a tout un immense quartier, une petite ville qui a été reconstruite, pas simplement en disant on va gérer de l'eau et puis voilà, on va faire l'épuration, mais en ayant une approche vraiment écosystémique, c'est-à-dire qu'on regarde comment l'eau arrive, comment dans les forêts autour, elle est filtrée, comment elle est récupérée, comment les arbres la repompent pour la remonter en l'air. Donc ils se sont complètement inspirés de ces grands projets de gestion d'un écosystème, de gestion interne à un écosystème. Donc cette idée de régénératif, c'est un peu ça. C'est un peu reprendre le côté circulaire que présente un écosystème. Parce qu'on a un problème, alors c'est quelque chose que j'ai dit aussi, je crois que j'ai dépassé mes 2 minutes, mais voilà, les architectes ont beaucoup repris la notion de métabolisme, qui est très performant, qui explique bien les choses. On a les flux de carbone, les flux d'énergie, etc. Mais on est très linéaire. On a des entrées, on a des sorties, point barre. Et il faudrait aller retrouver, et c'est ce que permet l'écosystème, c'est ce que permet le vivant,
retrouver des fonctionnements circulaires. C'est-à-dire, on n'est pas simplement sur une entrée et puis une sortie, on est aussi sur des recompositions. Et aujourd'hui, une des grandes idées sur lesquelles travaillent mes étudiants en architecture, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'un urbanisme arrive à faire, alors consensus, c'est un grand mot, mais à prendre en compte un maximum d'entrées complexes, parce qu'on est dans la complexité totale, hein, avec la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité, l'esthétique, le vécu, la mobilité, etc., etc. Enfin, tout ce qui fait urbanisme, quoi. Marion, vous nous avez dit dans le propos liminaire le nouveau modèle urbain. Il faut inventer un nouveau modèle urbain. Est-ce qu'il est empreint de cette circularité finalement dont parle Philippe Clergeau? Oui, moi j'ai pas mal étudié la restauration écologique, plutôt en philosophie, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle restauration écologique, jusque-là, c'était plus sur, par exemple, des forêts incendiées ou des grands lacs endommagés, etc. Et je pense qu'il faut étendre ce débat à la ville et se dire que c'est vrai que jusque-là, la ville était vue comme un espace essentiellement humain et minéral, et qu'aujourd'hui, il faut se dire comment on restaure écologiquement cet espace, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une densité bâtie et humaine importante qu'on ne peut pas aussi y trouver une densité végétale et animale. Et donc, c'est pour ça que c'est un nouveau modèle urbain, en fait, parce que on sort de cette idée de monoculture avec l'idée qu'il y avait d'un côté les villes et puis à l'extrême inverse les parcs naturels, et qu'on va dans des écosystèmes qui sont beaucoup plus divers, qu'on assume cette diversité au cœur même de la ville. Et donc, je pense que ça ouvre tout un champ de réflexion et de pratique voilà, qui est très vaste et où on n'est qu'au début, hein, finalement. Est-ce que cette restauration écologique des villes, on pourrait mettre le bandeau, il y a une densification naturelle à conduire dans les espaces urbains? Oui, complètement. Je pense que cette notion de densité, il faut l'étendre. Il faut l'étendre à autre chose que le bâti. C'est très important et ça aidera peut-être aussi à sortir des clivages sur ce débat et avoir vraiment cette vision globale d'un équilibre en fait dans l'urbanisme et de densité de tout un tas de choses en fait dont on a besoin. C'est pas qu'une densité bâtie. Oui. Monsieur Clergeau? Oui, bah, ça rejoint ce que j'ai dit. Je crois qu'il y a une réflexion. C'est ce que j'ai dit au début, c'est le non bâti par rapport au bâti. Donc, il faut qu'on arrête de prioriser les choses. Bien évidemment, la ville, elle est faite pour l'homme, mais aujourd'hui, il faut que l'homme rentre aussi dans un système un peu circulaire et qu'il y soit bien et qu'il fasse partie complètement de cet écosystème. Donc, qu'on ait une attention très, très pointue sur ce qu'on va y mettre et comment on va l'y mettre. Ouais. Donc, densité et nature, non seulement il y a une nouvelle donne, mais densification naturelle n'est pas un vain mot. Mais j'espère en tout cas que ce webinaire il nous aura permis d'en dessiner quelques contours. Évidemment, c'est un petit peu impressionniste et par petites touches parce que le temps nous est compté. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais vous avez vu que Nicolas et Julia sont apparus à l'écran. C'est de dire qu'il va falloir conclure et parler des suites. Voilà, je voulais juste vous remercier tous les deux d'avoir participé. Et pour nos non-francophones, in Samenvat zal beschikbaar zijn in het Nederlands met de opname van dit webinar. Zo, ik denk heel bedankt voor uw begrip en geduld. And I'll follow in English for a couple of persons that followed us, even though I believe the French level of this very complex and biodiverse discussion was not easy to follow. There will be a brief summary of this discussion webinar we had this evening. And as you know, the complexity of the Brussels and the Belgian linguistic ecosystem has shown you, it will take a couple of days before we sort that out. And I would like to say to everybody that next week, donc le prochain webinaire du mois prochain, pardon, ce sera le 27 avril, avec le bureau ODA basé à New York. Et ce sera vraiment l'avis d'un architecte sur la nouvelle manière de concevoir des projets très impressionnants en mélangeant densité et qualité de vie.
So, thank you all for participating. Dank u allemaal. Je vous souhaite une bonne soirée et au mois prochain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Marion, merci Monsieur Clergeau. Au revoir, à bientôt.